Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire Brainwave. Je suis Cyril Gollin et accompagné de Sébastien Febvre. Nous avons le plaisir de vous présenter aujourd'hui un webinaire sur la revue des accès, revue périodique ou revue en continu. Que faut-il choisir? Quelles sont les différentes possibilités? Je vous mentionne immédiatement que dans l'interface de GoToWebinar, vous allez trouver une petite section questions et nous vous invitons bien entendu pour rendre ce webinaire interactif à nous poser toutes vos questions dans cette section. Nous y répondrons à la fin du webinaire. C'est parti. Je passe directement au sommaire. On va parcourir on va présenter les deux concepts de revue périodique et de revue en continu. On va vous présenter notre vision, notre comparaison des deux approches qu'on va illustrer par des cas d'usage réels de clients de Brainwave. Ce qui nous amènera évidemment à une petite conclusion et surtout derrière au débat ou en tout cas aux interactions avec les questions du public. Pour commencer, et avant de passer la parole à Sébastien qui m'accompagne pour vous présenter le premier type de revue, une citation donc d'un monsieur américain, monsieur Gasley, qui est le technical strategist du Cyber Security Infrastructure Security Agency. C'est un peu l'équivalent de l'ANSSI américaine. Et il a été interrogé il y a très longtemps auprès de l'organisme NIST, il y a très peu de temps, je veux dire, dans le cadre du hack SolarWinds. Et bon, évidemment, le hack SolarWinds a montré que les hackers avaient exploité des comptes d'accès assez variés, assez nombreux. Bon, après, on peut parler des différentes vulnérabilités qu'ils ont exploitées. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a commencé sa présentation en disant aujourd'hui, ce qui compte dans la cybersécurité, ce sont les identités. Chaque RSSI doit se poser la question, savez-vous à qui vous faites confiance et quand est-ce que vous l'avez vérifié pour la dernière fois? C'est tout l'enjeu de mettre en place des mécanismes de revue. C'est bien de se poser la question quand est-ce que j'ai vérifié pour la dernière fois que je faisais confiance aux bonnes personnes et que je leur avais donné les bons droits. Alors, la revue périodique des accès, comment ça marche, Sébastien? Alors, bonne question. La revue périodique des accès, c'est quand même un des principes fondamentaux qu'on va retrouver dans toutes les contraintes de conformité, notamment. Hein. L'idée, c'est vraiment de faire en sorte, à intervalles de temps réguliers, de vérifier que les bons droits sont accordés aux bonnes personnes ou aux bonnes entités. Et donc, pour ce faire, ce que l'on va faire dans une revue périodique des accès, c'est que l'on va consolider l'ensemble de ces informations, donc reconstruire quelque part une cartographie complète qui va permettre de savoir qui travaille dans l'entreprise, quels sont les comptes d'accès, qui a accès à quoi. Retrouver bien sûr aussi les liens de responsabilité dans tout ça, hein, donc qui est responsable de ressources, qui est responsable d'équipe, et demander, donc consolider cette information, quelque part prendre une photographie de cette situation, et demander à partir de là à ces personnes qui sont en responsabilité de vérifier finalement hein, que les droits et les comptes d'accès sont toujours accordés à dessein. Donc c'est vraiment un geste qu'on pourrait appeler un geste périodique normalement, hein, un geste de conformité sur lequel on va faire une sorte de contrôle qualité pour s'assurer, je dirais, de la bonne qualité du système d'information au sens de l'attribution des droits d'accès, de la configuration des droits d'accès, que ces droits d'accès soient des droits d'accès accordés aux personnes ou des droits d'accès accordés aux infrastructures. Sur cette base-là, on va derrière, je dirais, prendre des actions de remédiation, bien sûr. Donc, cette revue des droits d'accès, alors on va la retrouver un petit peu partout. Hein, les experts la retrouveront dans le chapitre 9 de l'ISO 27002. On va aussi la retrouver dans l'ensemble des réglementations NIST, justement, hein, sur le territoire américain. Mais on va aussi la retrouver dans des réglementations prudentielles, hein, typiquement Sarbanes-Oxley, par exemple. C'est quand même
je dirais, un des fondements des processus de contrôle interne, c'est cette logique de dire j'ai une gestion quelque part en bon père de famille de mes actifs informatiques et donc j'ai quand même la maîtrise de qui peut accéder à quoi dans mon système d'information. Ce qui veut dire finalement que lorsque l'on va mettre en place de la revue périodique des accès, c'est pour répondre principalement à cette logique de bon père de famille, donc un objectif de conformité. On va se mettre aux normes et donc on va revenir comme ça sur ce processus pour faire en sorte de vérifier que les droits d'accès sont accordés correctement. C'est un processus qui est quand même assez, bon, globalement quand même assez fastidieux. C'est un processus généralement que l'on va réaliser sur une périodicité qui va dépendre de la criticité des ressources, mais globalement, si on prend du Sarman-Oxley par exemple, ça peut aller d'une revue annuelle à des revues un petit peu plus rapides dans le temps. Et la logique, véritablement, lorsqu'on fait une revue périodique des accès, c'est d'avoir une logique de périmètre de conformité. C'est-à-dire qu'on part systématiquement d'une cible, par exemple le PCI DSS, l'ensemble de mes infrastructures qui viennent manipuler de la donnée carte bancaire, ou on va peut-être travailler sur du SOC 2, donc l'ensemble de mes serveurs qui finalement vont héberger de la donnée client ou de la donnée partenaire. Et sur cette base de périmètre de conformité, on va venir réaliser cette revue et donc demander aux différentes personnes, parties prenantes, aux différents responsables, de vérifier que les accès sont correctement configurés. C'est de fait un processus, véritablement un processus au sens d'un workflow, généralement, c'est-à-dire on a une logique de campagne, ça démarre, on va solliciter les différents acteurs, on va faire un suivi de l'avancement, on va mesurer finalement la cible par rapport à ce fameux périmètre, c'est-à-dire est-ce que le périmètre de tout ce qui doit être revu pour être conforme, et on va généralement contraindre ça dans le temps sur la base d'une approche photographique, puisqu'on est vraiment sur une logique de conformité, et donc derrière, consolider l'ensemble des résultats, ces résultats donnant lieu le plus souvent à des demandes de remédiation dans les systèmes, généralement de la réduction de droit d'accès, donc de la clôture de compte ou de la clôture de droit d'accès. Alors, on a bien compris dans ce que tu as dit que c'est un processus qui répond avant tout à un objectif de conformité ou de vérification, de démonstration de la conformité par rapport à un référentiel, que la définition du périmètre de ce qui devait être vu, évidemment, par rapport à ce référentiel à nouveau était très importante et qu'il fallait viser l'exhaustivité de la revue et qu'on était cadencé dans ce processus très formalisé, qu'on était cadencé dans le temps puisqu'on a finalement on doit revoir tous les accès dans un périmètre de temps également. Il y a des situations dans lesquelles ce processus de décision très formalisé n'est pas adapté. Alors, j'ai noté quelques remarques de clients. Il y a le problème assez régulier du fait de dire que les réviseurs ne respectent pas la date limite, donc on n'a pas terminé la revue. Alors, ça peut être parce qu'ils n'ont pas fait leur boulot, mais il y a des vraies situations. Il y a des situations, par exemple, où les réviseurs nous disent ça prend du temps d'investiguer pour essayer de comprendre pourquoi on est dans cette situation, ou alors j'ai des problèmes de qualité de données, donc résultat, je suis obligé d'aller poser la question à des collègues, et donc, à la limite, chaque entrée qu'on doit revoir prend vraiment du temps à revoir, compte tenu de ces problèmes de qualité de données ou compte tenu du fait que je ne détiens pas toute l'information. Le réviseur, dans un processus comme celui-là, il porte une responsabilité, il est engagé sur les décisions qu'il prend. Donc, s'il n'a pas toutes les informations pour pouvoir prendre des décisions, évidemment, on peut se demander si on a choisi la bonne stratégie de revue. Il y a aussi le fait que, comme tu l'as dit, on raisonne sur un périmètre de conformité. Donc, qu'est-ce qui rentre dans le périmètre si je fais une revue PCI ou si je fais une revue SOC 2 ou si je fais une revue Sarbanes-Oxley. Et pour autant, il y a d'autres types d'accès qui peuvent présenter des risques. On nous a remonté par exemple un exemple, c'est la protéger des données qui contiennent de la propriété intellectuelle. Ce n'est pas un risque de conformité, c'est un risque opérationnel très fort pour le business. Est-ce qu'une revue de conformité va être adaptée pour détecter les problèmes qu'on pourrait avoir sur ce type d'accès? Et puis, un dernier exemple qui est peut-être un peu le corollaire de ça, des gens qui nous disent « Ah, mais en fait, là, dans la revue, on fait des revues trimestrielles, vous êtes en train de nous faire revoir des problèmes qui ont eu lieu il y a 3 mois. Moi, j'aurais voulu le savoir plus tôt pour pouvoir agir. »
Mais à nouveau, on ne rentre pas dans le cadre d'un calendrier de revue de conformité qui, lui, est défini dans le temps et figé. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour essayer de répondre à ces attentes? Eh bien, nécessaire mais pas suffisant, en fait. Hein, effectivement, pour répondre à tous ces cas, il faut quelque part changer de paradigme et basculer sur une logique qui va être une logique de revue des accès en continu. Alors, cette revue des accès en continu, c'est véritablement une approche complètement différente, hein, puisque ça va être une approche non pas de conformité basée sur une photographie, mais plutôt une approche en continu basée sur des événements. Donc, on va avoir des événements qui vont survenir sur le système d'information. Ça peut être des événements tout à fait ordinaires de type, par exemple, changement d'affectation d'une personne, arrivée d'une personne, départ d'une personne, nouveaux droits d'accès accordés ou que l'on vient détecter sur des ressources sensibles, par exemple, mais aussi d'ailleurs aussi possiblement des écarts de sécurité. Donc typiquement, on vient détecter des droits en surallocation sur des systèmes, des accès peut-être un peu atypiques, ou peut-être même d'ailleurs avec une corrélation sur de la log d'accès, le fait que une personne commence à accéder à des ressources sur des heures, par exemple, ou depuis des typologies d'accès qui sont inhabituelles. Bon, bah, tout ça, finalement, c'est des événements qui, à un moment donné, vont nous dire il y a peut-être quelque chose à vérifier, mais finalement, en centrale, hein, avec une approche SOC centrale, puisque le paradigme, c'est l'identité, je ne sais pas forcément répondre correctement à cette question qui m'est posée, et donc je vais revenir sur le terrain, et donc dans la même logique que dans une revue de conformité, au plus près des opérations, je vais aller demander tantôt aux responsables d'application, tantôt aux responsables de ressources, tantôt aux responsables d'équipe, pensez-vous qu'il est toujours normal ou légitime que cette personne, que cette entité ait ce type d'accès parce qu'effectivement, un événement est survenu. Donc on est vraiment sur une logique de flux, hein, et donc c'est quasiment une analyse quelque part des mouvements de situation sur un temps continu. Alors on va pas forcément parler de temps réel, hein, parce que là on vient vraiment, on redescend quand même sur les opérations et les métiers. Hein, on n'est pas sur des pupitreurs qui sont en 7/7, 24/24, comme dans un Security Operations Center à vérifier des alertes de sécurité. On est plutôt sur un temps continu qui peut être tout à fait journalier néanmoins, hein, c'est-à-dire quelque part une logique d'alerting. On va venir voir ces différentes personnes et finalement leur remplir une sorte de panier de tâches, hein, quasiment. On pourrait imaginer que c'est quasiment un ITSM, hein, une sorte de panier de tâches qui va lister des situations sur lesquelles il va falloir trancher. Donc on est vraiment dans une logique d'amélioration continue qui finalement est le pendant vraiment et le complément idéal de cette approche de réduction de conformité, puisque là on va être vraiment dans une logique finalement de réduction des risques. S'il fallait prendre une analogie ou un terme anglophone, hein, c'est-à-dire que la revue des droits et des accès, dans certaines situations, chez certains de nos clients, ça leur permet de quelque part de devenir propre. C'est le get clean, c'est-à-dire à un moment donné, je prends la photo et je nettoie tout ce qui dépasse. La revue en continu, c'est le stay clean au quotidien. Et donc, quelque part, tous ces événements qui vont survenir, qui sont un petit peu atypiques, je vais pouvoir être dans une logique de stay clean et donc demander de temps en temps aux bonnes personnes, est-ce que vous êtes sûr que cette situation est toujours normale? Mais on n'a pas de date limite, hein, c'est vraiment en continu. Et peut-être que d'ailleurs, tous les trimestres, tous les ans, on a à nouveau une revue comme ça, périodique, qui va sortir pour des problèmes de conformité, qui va me permettre à nouveau de faire une photo de situation, qui a priori va bien se passer, hein, puisque ma revue en continu m'aura permis de ne pas dériver finalement depuis la dernière fois. Donc la logique de la revue en continu, c'est une logique, comme son nom l'indique, en continu, hein, donc on n'a pas de date limite, hein, on est vraiment sur un panier de tâches et avec des événements qui sont remontés et avec des traitements finalement du case management, hein, c'est-à-dire vraiment du traitement en fonction des situations remontées. Néanmoins, des décisions qui restent simples, c'est-à-dire vous-même sur le terrain, est-ce que vous approuvez ou pas ce changement? Est-ce que vous approuvez ou pas cet accès? Est-ce que vous approuvez toujours cet accès maintenant que cette situation est survenue? C'est quelque part un processus collectif, hein, puisque contrairement à une revue de conformité sur laquelle la notion de RACI est très forte, hein, à un moment donné, il y a quand même une notion d'accountabilité sur la conformité, qui a signé. Hein. Là, on est plutôt sur finalement du collectif, hein, du crowd-based. Donc finalement, ça peut être effectivement une équipe qui est sollicitée à un instant T pour quelque part se positionner par rapport à une situation. Et donc le premier qui répond a gagné, hein, quelque part, hein, ça sort de la liste.
On a une suivi de progression qui est finalement plutôt une suivi de stock, hein. Donc ceux qui font du DevOps quelque part vont connaître ces graphes, hein. Ces graphes de courbe où on va mesurer à la fois la vélocité et puis le vert ou le rouge pour voir si on a du stock qui croît ou si on décroît le stock. Mais on est véritablement sur du pilotage en continu avec néanmoins le même résultat, c'est-à-dire que finalement chaque décision appelle une action. Dès lors que effectivement une personne va demander par exemple une révocation de compte, on va re-rentrer néanmoins dans un workflow de remédiation pour in fine potentiellement effectivement faire de la réduction de droits en fonction d'événements qui vont survenir. Ça peut être aussi pour enrichir l'information existante, pour redécouvrir des informations manquantes. Tout à fait. Alors, sur la base de ce que tu viens de nous présenter, Sébastien, je vais essayer de donner quelques pointeurs pour voir dans quel cas utiliser un type de revue plutôt que l'autre, quelles sont leurs forces et faiblesses quelque part. Alors, la revue périodique des accès, on l'a compris, c'est un mécanisme qui est vraiment adéquat pour démontrer la conformité. Dit autrement, on a ce périmètre sur lequel on doit démontrer la conformité qui est connu, qui est défini. On sait qui doit réviser ce périmètre. On a des règles précises et quelque part, on s'appuie sur un processus qui est formel, qui est parfaitement défini. A contrario, si l'objectif c'est de revoir des incidents, des événements, des situations au fil de l'eau, dans une logique de gestion de risque, évidemment, c'est pas du tout adapté. Bien que, on y reviendra, il y a un entre-deux, et c'est ce qu'on appelle la micro-certification. Je te laisserai nous la présenter. Les points forts de la revue périodique des accès, c'est cette trace d'audit et le fait qu'on responsabilise les réviseurs. Et puis, bien entendu aussi, comme on est sur une photo d'un périmètre, on peut garantir l'exhaustivité et l'exactitude des informations qu'on a revues. Les limites qu'on peut observer, c'est évidemment le corollaire, hein, c'est le processus est très formel, il est aussi rigide. Par exemple, il y a des deadlines, etc. Les réviseurs ont été définis à l'avance. Dès qu'on essaye d'introduire de la flexibilité là-dedans, c'est compliqué et quelque part, ça peut venir remettre en cause l'acceptabilité du point de vue conformité des résultats. L'autre aspect, c'est ce compromis entre la fréquence à laquelle on peut faire la revue périodique, sa durée, puisque évidemment on ne veut pas que les revues s'empilent les unes sur les autres. Et ça, ça contraint, c'est assez contraignant parce que plus on va réduire la durée, plus évidemment l'effort va être concentré sur une période courte. Donc c'est pour ça que globalement, ce type de revue, on l'observe sur des fréquences qui sont habituellement, on va dire, le mois, le trimestre ou le semestre ou l'année, mais rarement beaucoup plus court que cela. Alors, si on veut faire quelque chose de plus au fil de l'eau, on va donc être sur la revue en continu, qui est plutôt pour adresser des problématiques de risque, et où, quand on veut, un processus de revue qui est beaucoup plus collaboratif. Le corollaire, c'est que les responsabilités sont un peu plus diffuses, parce que finalement, c'est pas forcément une personne qui va intervenir pour traiter un cas. Et également, comme on n'a pas cette notion de deadline et qu'on est plutôt dans l'entonnoir voilà, du stock de toutes les situations qu'il faut revoir, le flux des situations qu'il faut revoir. Il n'y a pas non plus une date, une notion de date exacte à laquelle on garantit que l'enregistrement a été revu. Dans une revue périodique, par exemple, tous les trimestres, on revoit toutes les données. Là, on revoit la donnée quand une situation se présente, mais finalement, on ne sait pas exactement quand elle va être revue, elle a été revue. Bon, il n'y a pas cette notion de temps. C'est un processus, ce processus en continu qui peut être extrêmement efficace pour traiter un stock de problèmes, que ce soit des problèmes de qualité de données, des problèmes d'écart de contrôle, des problèmes de situation anormale, etc. Et qui s'adapte à beaucoup de cas d'utilisation du coup. Bien entendu, pas du tout adapté pour démontrer la conformité pour toutes les raisons que j'ai explicitées précédemment. Alors, pour autant, Sébastien, ils ont quand même des prérequis assez équivalents
le fait qu'ils consomment les mêmes données, c'est-à-dire il faut un inventaire complet des accès. Les accès tels qu'on les revoit, hein, quand on dit qu'on revoit les comptes, les groupes, les permissions, etc., ben, ça vient de multiples sources de données avec des types de données qui sont hétérogènes, qu'il va donc falloir rapprocher et restituer d'une manière homogène. Donc, cet inventaire, on en a besoin dans tous les cas, il faut le construire. Deuxièmement, eh bien, il faut gérer la répartition des tâches, les relances, le suivi des contributions des réviseurs. Et les réviseurs, il peut y en avoir vraiment beaucoup. Donc, on a besoin d'un outillage pour cela. Et puis, enfin, si on veut améliorer la productivité, tu as mentionné le fait que la sortie du processus, c'était finalement une liste d'actions, une liste de décisions et puis une liste d'actions. Bon, bah, les actions, pour les automatiser, il faut se brancher sur des systèmes externes, par exemple un système de ticketing, un système de gestion d'identité ou autre, pour améliorer la productivité, bien entendu. On passe au cas d'usage. C'est parti. Alors, premier cas d'usage, Sébastien, je te cède la parole. Un cas d'usage de conformité SOX, donc une revue périodique des accès. Très bien. Alors, bon, bah ça, je dirais, c'est le classique. Hein, donc, Sarbanes-Oxley, entre autres, donc qui va imposer régulièrement de revoir que les droits d'accès aux applications qui permettent de manipuler de la donnée financière sont correctement gérés. Pourquoi? Parce qu'évidemment, pour éviter tous les problèmes de fraude, le mieux, c'est quand même de s'assurer que un certain nombre je dirais, de contraintes sont mises en place dans les systèmes financiers. Et donc, ça fait partie d'ailleurs aujourd'hui des mandats hein, des auditeurs que de venir faire ces vérifications. Alors sur les entreprises américaines, enfin en tout cas qui opèrent aux États-Unis, donc Sarbanes-Oxley. Mais bon, sachez que plus proche de nous, hein, les commissaires aux comptes ont aussi ça dans leur mandat. Hein, donc c'est aussi vrai pour nos auditeurs bien de chez nous. C'est un pur geste de conformité, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a un avis qui est rendu sur les processus de contrôle et la bonne gestion des droits d'accès sur ce périmètre financier. Donc dit autrement, on va aller venir chercher de façon périodique, alors ça peut être trimestriel pour les meilleurs élèves, voire annuel pour ceux qui préparent un peu tardivement l'arrivée des auditeurs, la validation de ces différentes habilitations, généralement plutôt une validation par les responsables d'équipe. Et donc, on va venir traiter un sous-périmètre, donc typiquement les applications métiers plutôt finance, avec un focus particulier quand même hein, sur les transactions sensibles. Hein. Donc, tout ce qui va permettre de venir travailler de façon un peu approfondie sur les référentiels, le grand livre, tout ce qui a des droits en écriture. Typiquement, hein, si vous avez du SAP, tous les comptes un peu type SAPOL, etc. Hein, donc ça, c'est la chasse à ça. Et donc, globalement, l'idée, c'est sur cette base-là, derrière, de venir traiter des demandes de remédiation qui en l'occurrence, dans ce cas d'usage-là, et pour ce client, hein, est branché sur du ServiceNow, donc avec des demandes de remédiation type ITSM. C'est un pur geste de conformité néanmoins, hein, c'est-à-dire que finalement, les auditeurs, dans ce cas-là en particulier, vont émettre un avis, mais c'est vraiment un avis de contrôle, c'est-à-dire est-ce qu'il y a bien un contrôle qui est fait, qui est opéré, et donc quelque part, le fait que le processus s'exécute, qui s'exécute en temps et en heure, et qu'on atteint bien une certaine complétude dans ce qui est fait, c'est autant, voire plus important que quelque part le fond des données qui sont validées. C'est-à-dire que une personne a validé, a mis oui partout, quelque part l'auditeur ne va pas avoir un jugement de valeur sur le fait qu'il y ait pas ou peu de révoque. Il va vraiment plutôt mesurer le fait que le processus tourne. Donc on est vraiment dans de la pure conformité. Alors on est en l'occurrence chez ce client sur un processus qui est un processus trimestriel qui se décompose habituellement comme ça. Hein. Il y a d'abord, il faut préparer la campagne, il faut définir le périmètre, autrement dit la liste de tout ce qui doit être vu. Bon, donc ça prend, on va dire, 2 jours. Diffuser donc ces listes au travers du moteur de workflow à tous les réviseurs. Les réviseurs, ils sont un peu plus de 1000.
Et les réviseurs, ils ont 30 jours, donc là il y a le compte à rebours, 30 jours pour réaliser les revues. Et puis derrière, pendant 2 semaines qui suivent, donc on consolide tous les résultats de toutes les revues et on agit, c'est-à-dire qu'au travers du système de ticketing, on va corriger tous les problèmes qui ont été remontés durant la revue. Et ça tourne chaque trimestre. Il y a quelques éléments intéressants à mentionner, c'est que pour réaliser la revue, le réviseur il a quelques aides dans l'interface. Par exemple, on sait pré-approuver les choses qui sont acceptées par défaut. Par exemple, si j'ai un accès en lecture seule, je ne risque pas de pouvoir modifier les données financières. Donc, du point de vue SOX, c'est pas sensible et donc c'est approuvé par défaut. Je peux avoir de la mise en évidence de problèmes en disant attention sur ce compte-là, il y a tel ou tel écart de contrôle, veuillez vérifier, veuillez être attentif. On peut avoir de la révocation automatique sur des situations un petit peu bizarres et qui auront été définies comme étant déclenchant de révocation. On va avoir l'historique des revues précédentes pour pouvoir étayer la prise de décision, etc., etc. Mais finalement, parce qu'on est sur une revue de conformité, si le réviseur n'a pas terminé sa revue avant la date limite, tous les accès restants qu'il n'a pas revus sont automatiquement révoqués par défaut. Le couperet tombe, chouc. Donc, si vous faites partie des comptes du réviseur qui n'a pas fait son travail, voilà, vous arrivez le lundi matin et vous n'avez plus aucun accès sur les systèmes. La raison est toute bête, hein, c'est qu'à nouveau, on ne peut pas dire je suis conforme à 70%, ça ne veut rien dire. Hein. Donc, le fait de garantir que tout le périmètre a été revu et fait partie intégrante du processus, et ce qui n'a pas été revu, comme on ne peut pas l'accepter par défaut, c'est révoqué par défaut. Évidemment, ça nécessite que l'organisation s'aligne par rapport à cet objectif, sinon ça peut donner des situations assez ubuesques. Alors, un deuxième exemple autour des comptes techniques. Les comptes techniques, c'est tous ces comptes qu'on a dans les systèmes qui ne sont pas des comptes personnels. Donc, ce n'est pas le compte J Dupont de monsieur Jacques Dupont. C'est un compte XYZ 1, 2, 3, qui est peut-être un compte de service, un compte générique, peut-être un compte d'administration utilisé par quelqu'un, mais en tout cas qui n'est pas forcément un compte personnel ou à visée nominative. Alors, néanmoins, il faut pouvoir savoir qui est responsable de ces comptes techniques et les affecter. Dans ce cas d'utilisation, client qui a beaucoup de systèmes Unix, Linux, historiques et anciens et hétérogènes, et beaucoup de comptes locaux sur ces différents systèmes. Et l'objectif, c'est de prendre chacun des comptes techniques, des comptes systèmes, pour les affecter aux utilisateurs, qui sont les administrateurs, les utilisateurs système, etc., qui sont responsables de ces comptes, responsables notamment du point de vue de la revue périodique, du point de vue conformité. En plus de ça, on avait des sujets d'ambiguïté d'identification, des problèmes de règles de nommage qui n'étaient pas respectées sur les comptes, qui ne permettaient pas facilement d'identifier quel était l'usage de ces comptes. Donc, c'est un processus de revue en continu. On a une file de tickets à traiter. Hein. Il y a des dizaines de milliers de comptes qui ne respectent pas les règles. Donc, soit ils sont inconnus, on ne sait pas pourquoi ils sont là, on a perdu tout l'historique, soit tout simplement on a identifié qu'ils ne respectaient pas les standards, notamment les règles de nommage et autres. Chaque compte est examiné par un opérateur qui se pose des questions assez simples, mais c'est une vraie investigation. Ça peut prendre d'ailleurs un peu de temps, mais qui est le propriétaire du compte? Est-ce que le compte est encore utilisé? Est-ce que le propriétaire est encore là? Sinon, il faut trouver un autre propriétaire. À quoi sert-il? Est-ce qu'il est toujours utile dans les systèmes? Et en fonction des réponses à ces questions, il va y avoir un processus pour rectifier les informations, corriger les caractéristiques du compte, voire, le cas échéant, le révoquer si on n'en a plus besoin. L'avancement, c'est comme le disait Sébastien, vraiment des KPI de mesure de flux traditionnels, par exemple le nombre de comptes qu'on a traités par semaine, quel est le stock de comptes qui reste à traiter, etc. Donc on va pouvoir piloter ça assez facilement. Et comme je le disais précédemment, au fur et à mesure qu'on a tagué les comptes techniques, donc on les a reclassifiés correctement, qu'on les a glossarisés, enfin bon voilà,
eh bien, on va pouvoir les remettre dans le processus de conformité, c'est-à-dire une revue périodique qui vise à vérifier que tous les comptes techniques qui sont gérés sur les systèmes sont toujours adéquats par rapport au référentiel de conformité. Dernier use case de la micro-certification à la revue en continu. J'aimerais bien que tu nous expliques le principe de la micro-certification, Sébastien. Oui. Alors, en fait, finalement, hein, l'idée, alors c'est vraiment le principe du get clean, stay clean. C'est-à-dire que finalement, dès lors qu'on est arrivé à une situation globalement où on a repris le contrôle, donc c'est à peu près propre, finalement, plutôt que de tout revoir à nouveau à chaque fois très régulièrement pour essayer de rester propre, l'idée, ça va être de faire un focus sur finalement les changements ou les écarts de sécurité, puisque finalement, hein, l'idée, ça va être vraiment d'avoir cet étalon. Hein, j'ai une situation et je ne veux pas que la qualité dérive par rapport à ma situation de base. Donc, c'est ce qu'on appelle la micro-certification. Cette micro-certification, typiquement, elle va permettre de venir travailler uniquement sur des changements et donc, quelque part, tout en étant dans un geste de conformité, puisqu'on est quand même dans un geste de revue planifiée, de venir quand même tirer des bénéfices de réduction de risque en faisant en sorte d'augmenter la fréquence. Alors, on va augmenter la fréquence. Je dirais asymptotiquement, on peut aller jusqu'à une fréquence en continu, mais c'est quand même pas l'objectif. Hein. Néanmoins, on va être capable d'augmenter la fréquence en venant réduire la charge de travail. Donc, typiquement, par exemple, sur des ressources très sensibles, on peut imaginer faire un mix entre de la revue purement de conformité, je revois toute ma situation, j'ai un étalon, et puis derrière, avoir plutôt un geste, par exemple, mensuel, qui va être un geste mensuel de micro-certification sur lesquels je vais redemander à nouveau une certification, mais uniquement des changements qui sont survenus depuis le mois précédent. Hein, donc, on peut imaginer que sur des systèmes sur lesquels on n'a pas forcément énormément de mouvements, c'est finalement pas ou peu de travail. Hein. C'est peut-être d'ailleurs pas de travail du tout s'il n'y a pas eu de changement de droit d'accès dans le mois. Néanmoins, ça va me permettre effectivement d'être dans cette approche get clean, stay clean. Ça fait partie des objectifs qui nous sont régulièrement demandés, hein, parce qu'évidemment, cette logique, c'est quand même une logique à la fois de conformité et de réduction de risque. Et on sent bien que ce geste-là, c'est un geste qui permet d'éviter la fatigue qui pourrait être liée à une revue trop fréquente. Néanmoins, effectivement, c'est quand même, ça nécessite quand même un certain niveau de maturité. Pourquoi? Parce que il faut vraiment partir d'une situation qui est propre pour être dans un geste de micro-certification. C'est-à-dire, on ne peut pas démarrer par ça. Donc, on est vraiment généralement sur un temps 2. On a un temps 1 où on est sur un temps, néanmoins, malheureusement, qui reste un temps de certification plus global. Et effectivement, au bout d'un moment, quand on voit qu'on arrive quand même sur quelque chose qui est bien maîtrisé, que d'une façon générale, ça a amélioré les processus connexes, puisque finalement, la revue n'est jamais que le projecteur que l'on va braquer sur tous ces processus sur lesquels on a potentiellement des problèmes. Hein, typiquement, les lever access. Donc, j'ai toujours des accès ouverts alors que les personnes sont parties. J'ai des problèmes d'accès résiduel sur des mutations, etc., etc. Donc, une fois que tout ça s'améliore et qu'on voit effectivement qu'on arrive à un certain niveau de maturité, on peut rentrer dans ce type de geste qui va être un geste de micro-certification et qui va permettre effectivement de joindre finalement le meilleur des deux mondes. Donc, on comprend qu'effectivement, la micro-certification, c'est une certification au sens revue périodique, très optimisée et qui tourne à fréquence beaucoup plus élevée, là où la revue est continue, comme on l'a dit, hein, n'est pas adaptée pour le monde de la conformité. Alors, on a un client, une grande institution financière, donc avec un niveau de maturité évidemment qui est assez atypique sur le marché, on ne va pas se le cacher, qui combine tous les types de revues qu'on a vus précédemment. Évidemment, là, ce schéma présente d'une manière assez simplifiée la façon dont il combine ces modes de revue. C'est un calendrier de revue simplifié, mais qui traduit la réalité. L'idée, c'est de regarder quelle est la sensibilité des ressources, donc quelque part, du moins risqué au plus risqué. Toutes les ressources sont revues
au moins 2 fois par an. Donc, on a des revues semestrielles, c'est le premier bloc que vous voyez en haut. Et puis, des ressources un peu plus sensibles vont être vues de manière trimestrielle. Quand on dit ressources un peu plus sensibles, c'est par exemple dans la bureautique, ça peut être des sites SharePoint qui contiennent des informations avec un niveau de confidentialité particulier. Et puis après, on a des ressources dites très sensibles. Par exemple, ça peut être des groupes d'administration qui permettent d'aller sur certains systèmes à nouveau qui sont vraiment dans le core business de l'institution. Ces ressources très sensibles, donc on va s'intéresser au changement par une micro-certification qui est hebdomadaire. Donc toutes les semaines, par exemple, est-ce qu'il y a des nouveaux membres dans le groupe d'administration? Quels sont les changements depuis la semaine précédente? Et c'est revu par les line managers. Hein. Et puis, on a en fond de panier, en quelque sorte, la revue en continu, sur une approche qui est vraiment différente, puisqu'on est sur une revue d'incidents avec des alertings dans l'interface. Ces incidents, c'est concrètement, c'est des écarts sur certains contrôles qui sont des contrôles à haut niveau de risque. Donc là, à tout moment, tous les matins, on peut avoir donc une alerte qui est levée. S'il y a une alerte qui est levée, ben, on doit immédiatement, évidemment, intervenir, mais on n'est pas dans le cadre d'un calendrier contraint de revue début-fin. Il peut très bien ne rien se passer, il peut très bien y avoir plusieurs alertes qui s'enchaînent évidemment à un moment donné. Voilà. Donc, ce calendrier restitue finalement les deux types de revues qu'on a vus, avec le cas particulier de la micro-certification qui est l'optimisation de la revue périodique et est utilisé comme ça pour adresser les différents enjeux à la fois de conformité à un niveau global, les niveaux de conformité, j'allais dire, renforcés sur les ressources les plus sensibles et la gestion des risques sur les choses où vraiment là, il ne faut pas attendre et on est plus dans l'alerting finalement que dans la revue. Je te laisse le mot de la fin, Sébastien. Ça, c'est gentil. Donc, en fait, on l'a compris, hein, c'est-à-dire que finalement, on a une sorte de continuum entre toutes ces méthodes. Et en fait, ce qui est assez intéressant, si on reprend un petit peu de hauteur, c'est qu'au final, la revue, c'est quelque part un très bon quick win parce que dès lors qu'effectivement on cherche à répondre à la cote du début de la présentation, hein, c'est-à-dire tout est identité, donc il va savoir quand même il va s'agir de s'inquiéter de savoir qui a accès à vos systèmes et est-ce que ces accès sont toujours légitimes. Mais finalement, la bonne réponse, elle n'est pas dans une tour d'ivoire centrale, hein, la bonne réponse, elle est bien sur le terrain. Et ces mécaniques de revue, finalement, c'est bien cela, c'est-à-dire c'est quelque part l'industrialisation de ce contrôle qui va permettre de s'assurer que l'ensemble des droits d'accès sont bien accordés et sont bien toujours utiles, utilisables et utilisés. Et donc, avec des approches, effectivement, qui vont être des approches à la fois complémentaires et différentes, hein, des approches très, très axées conformité, mais qui vont néanmoins permettre d'avoir des sortes de jalons sur lesquels on va être capable de travailler avec une approche photographique sur la qualité globale des droits d'accès, qui vont être balancés avec des approches beaucoup plus en continu, beaucoup plus basées sur le risque finalement, hein, et qui vont permettre de mettre toute la première ligne de défense de l'entreprise à contribution pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de dérive dans les droits d'accès, et en particulier dans les droits d'accès qui donnent accès aux ressources les plus sensibles de l'entreprise. Donc on est vraiment sur cette logique. Tout cela, ça s'appuie sur le même gisement de données, c'est-à-dire à un moment, la capacité que l'on a quand même d'avoir corrélé l'ensemble de cette information et quand même, hein, au-delà de la revue, d'être capable de répondre immédiatement à cette question: qui travaille dans l'entreprise, où sont situées les ressources de l'entreprise, qui a accès à quoi, que ce soit aux infrastructures, aux applications, aux données, que ce soit des comptes personnels, des comptes techniques, des entités ou voire des tierces parties, hein, des partenaires, des applications de systèmes tiers, etc. Donc c'est vraiment tout cela finalement qui mis bout à bout va être capable, va nous permettre, au travers de cette cartographie globale, de réaliser cette opération. Finalement, une sorte
de SOC du futur, hein, puisque demain tout est identité. C'est vraiment cette logique de venir industrialiser les contrôles au niveau des droits d'accès logique, des droits d'accès applicatifs. Merci Sébastien. C'était le mot de la fin de ce webinaire qui n'est pas terminé. Je voulais d'abord vous présenter, vous rappeler qu'on aura une prochaine session et que dans un instant, on va répondre à vos questions. Donc, je vous engage, pendant que je parle de la prochaine session, à poser vos questions dans le chat de GoToWebinar pour les quelques instants qui nous restent. La prochaine session, très importante, sera en anglais. Il s'agira d'un témoignage client, donc carte blanche à ADP, ADP non pas les aéroports de Paris, mais ADP GSI, l'entreprise de gestion de la paye, qui va nous raconter tout son périple pour mettre en place l'automatisation des revues d'accès. C'est une entreprise d'origine américaine, c'est un contexte donc Sarbanes-Oxley, et ils vont nous parler de leurs différentes tentatives et des stratégies qu'ils ont employées, des difficultés qu'ils ont rencontrées jusqu'à la situation d'aujourd'hui. Témoignage passionnant de Monsieur Pierre Dumas qui sera donc avec nous en live le 24 mars. Alors, à 11:30 a.m. Eastern Time, autrement dit 17h30 heure européenne, le 24 mars. Vous pouvez vous inscrire sur notre site web, vous avez l'URL ici, et bien entendu, on aura l'occasion de vous renvoyer cette information avec le replay de cette session de webinar. Je vais consulter tout de suite l'interface pour voir si vous nous avez posé des questions. Et je vois une première question. Alors, je vais prendre cette question. Alors, en quoi la revue continue ne permet pas de démontrer la conformité? Je suppose qu'un outil comme le vôtre permet de tracer les actions et de suivre au travers d'indicateurs. Alors, effectivement, bien entendu, avec un outil comme Brainwave, on va remplir l'exigence de traçabilité qui est indispensable pour démontrer la conformité. Mais la conformité ne s'arrête pas à la traçabilité. Il y a au moins 3 piliers indispensables. Il y a un pilier qui est accountability, donc c'est d'être sûr qu'on a une chaîne de responsabilité, une chaîne de délégation de responsabilité sur la revue, puisque la revue, c'est une prise de décision et c'est engageant. Le deuxième pilier, c'est bien cette notion de traçabilité. Et il y a un troisième pilier qui est la notion d'exhaustivité et de précision, d'exactitude de la revue. Donc, ça nécessite qu'on ait défini au départ quel est le périmètre sur lequel on est conforme. Et c'est vrai, globalement, du principe de la conformité, on n'est pas conforme dans l'absolu, c'est un abus de langage, on est bien conforme par rapport à un référentiel et sur un périmètre défini. Donc, la revue en continu, en ce sens qu'elle a plutôt tendance à être, pour employer une expression un peu familière, un ramasse-miettes, puisqu'on va essayer de détecter des situations et de les traiter au fil de l'eau. On n'est pas dans une notion de périmètre de conformité. C'est dans ce sens que ça n'est pas un mécanisme de conformité, ça ne sera pas recevable pour les commissaires aux comptes ou pour les auditeurs s'ils vous posent les questions de vos principes de conformité. Mais bien entendu, on a la traçabilité liée à l'outil, donc on saura quand même qui a fait quoi, qui a décidé quoi dans le processus de revue en continu. Alors, j'ai d'autres questions. Excusez-moi, je cherche la souris. Là, on a une participante assidue qui nous dit qu'elle ne reçoit pas les replays. Alors là, écoutez, ça n'est vraiment pas bien. Et je vais aller gronder notre responsable marketing parce que c'est lui qui a la responsabilité de tout cela. Si vous n'avez pas reçu tous les replays, manifestez-vous. On vous enverra tous les liens, bien entendu. Et n'hésitez pas, et je dis ça pour tout le monde, n'hésitez pas, bien entendu, à partager les liens. Les replays sont mis sur YouTube, donc tout le monde peut y accéder. Vous pouvez
transmettre les liens à vos enfants, à vos amis, à vos parents, pour que tout le monde puisse s'éduquer sur le sujet de la revue des accès. Et je remercie également Aurélia pour son message. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ah, peut-être encore une question qui vient d'arriver. Non, très bien. Ben, merci beaucoup à vous aussi, Fatima. J'ai un petit, juste, Bien j'en sûr. profite de fait, hein. Ah, ben, bien sûr. Alors, une petite subtilité pour ceux qui connaissent l'histoire. En fait, aux États-Unis, le changement d'heure pour le passage à l'heure d'été, c'est mi-mars. Et nous, ce sera fin mars. Donc, ça veut dire qu'il n'y aura que 5 heures de décalage horaire le 24 mars. Donc, en France, le prochain webinaire le 24 mars, heure française, aura lieu à 16h30. Et non pas 17h30. Hein. Bravo. Alors, je pense que ça méritera un mail récapitulatif très précis pour être sûr qu'il n'y ait pas de mauvaises surprises. Merci Sébastien, tu as raison. J'avais oublié cette notion d'heure d'été. Alors, voilà, on est obligé de se synchroniser avec l'heure américaine puisqu'on fait intervenir ce client ADP. Voilà, je crois qu'on touche à la fin de ce webinaire. Je vérifie s'il y a encore des questions. Ah, je vois encore une dernière question. Alors, comment se présente la revue en continu dans Brainwave par rapport à la revue périodique? Ça mérite une démo. Ah oui. Sont-elles toujours portées par le moteur de workflow habituel? Alors, une démo? Oui, hein, c'est ce qu'on a. Bah oui. Donc, alors effectivement, c'est dans le même outil. Et j'ai le plaisir de vous annoncer, puisque ça n'avait pas été porté au calendrier, mais à la suite du webinaire de Pierre Dumas, donc le témoignage client ADP, où là vraiment c'est carte blanche, il n'y a pas d'intervention Brainwave. Il y aura une session de webinaire vraiment orientée démo interactive, live, avec Sébastien, qui aura lieu donc début avril. On vous envoie les informations très rapidement et on pourra mettre en évidence les différents mécanismes qu'on vient de présenter dans une démo live à ce moment-là. Voilà, je crois que là, il n'y a plus de questions. Bien entendu, si vous voulez prolonger le débat, vous pouvez nous joindre par un email ou sur le site web de Brainwave. On aura un très grand plaisir à répondre à toutes vos questions complémentaires. Merci à tous les participants, merci aux clients qui se sont connectés, qui s'intéressent toujours à l'actualité de Brainwave. Merci à nos partenaires et puis je vous donne rendez-vous le 24 mars pour la présentation de ADP. Bonne soirée à tous, au revoir. Merci à tous.